Donc aujourd'hui, on reçoit Mathis Messager et Thibaut Datry, que je vais demander chacun de se présenter, ce qui sera plus intéressant, pour savoir à qui nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui sur Réseau Rivière TV. Je laisse la main à Mathis peut-être en premier. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Mathis Messager. Je suis un doctorant en co-tutelle, en juin entre INRAE et l'Université de Lyon à Lyon et l'Université McGill à Montréal. Et là, à l'heure actuelle, je suis à Montréal. Je suis en hydrologie à McGill et en biologie à Lyon. Et donc, Thibaut est mon directeur de thèse. Thibaut, à toi. Oui, bonjour tout le monde, merci Mathis. Donc moi, Thibaut Datré, je suis directeur de recherche à l'INRAE à Lyon en écohydrologie. L'écohydrologie, c'est les liens entre la physique et la bio. Et vu que je ne suis pas très bon en physique, je me suis très vite dirigé vers les rivières intermittentes parce que c'est plus simple sur certains aspects, plus compliqué sur d'autres. Et donc voilà, ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur ces cours d'eau-là. J'en profite pour dire aussi que je suis co-animateur du thème flux forme habitat biocénose de la ZABRE. Euh, voilà, qui est un super thème et qui fait plein de choses dans le paysage lyonnais. Et puis voilà. Merci. Bon, c'est avec un grand honneur qu'on reçoit notre premier scientifique canadien sur Réseau Rivière TV. Donc, avant de passer à une petite présentation de cette étude qui est assez complexe, d'autant plus qu'écrit en anglais, donc pas forcément très facile d'accès pour certains collègues. Euh, Même pour ceux qui parlent anglais, c'était pas toujours très facile à suivre parce que c'est très technique. Donc, petite question pour introduire la chose avant de passer à cette présentation. Qu'est-ce qui vous a amené tous les deux à décider de mener cette étude, de réaliser une étude sur donc, les rivières et cours d'eau intermittents à l'échelle du globe? Thibaut, je te passe la main là-dessus parce que Thibaut était un des instigateurs principaux de cette étude. Oui, tout en sachant que c'est Mathis qui l'a mené à bien. Alors en fait, bah voilà, on va en parler en France, mais on sait qu'il y a beaucoup de cours d'eau intermittents naturellement. On en voit plein qui s'assèchent, mais on a très peu de données qui nous disent où ils sont, combien de temps ils s'assèchent, etc. Et donc ça fait une quinzaine d'années en fait que dès le départ, on s'est dit, bon sang, il faut qu'on arrive à quantifier en France, en Rhône-Alpes, là où je travaille, et dans le monde, bah voilà, où c'est qu'ils sont ces cours d'eau et quelle est un peu leur typologie. Donc ça a pris un peu de temps de rassembler toutes les pièces du puzzle parce qu'il faut des disciplines différentes, il faut des compétences un peu douées en modélisation dont Mathis est très capable et va vous présenter dans son étude. Donc voilà, c'était pour comprendre sur quel objet on travaillait et puis où il se trouve, ce qui permet ensuite d'étudier leur évolution dans le temps et puis de comprendre les drivers, notamment les drivers humains qui en sont responsables. D'accord. Bon, ben, Baptiste, je vais te laisser la main pour la présentation de l'étude. Donc, présentation d'une vingtaine de minutes. L'objectif étant après de pouvoir passer à des questions-réponses avec l'ensemble des personnes pour pouvoir bien s'imprégner tous de l'étude et des tenants et des aboutissants de celle-là. Bon, ben, Baptiste, je te laisse faire. Parfait, merci. Alors, comme l'a dit Thibaut, notre objectif pour cette étude, c'était de déterminer simplement quelle part du réseau fluvial mondial les cours d'eau non pérennes représentent. Alors, Thibaut passe, ça ira, on va faire simple. Alors, comme disait Thibaut, ça fait 15 ans qu'il y a tout un groupe de scientifiques qui essayent de vraiment comprendre quelle est l'importance et la prévalence de ce type de cours d'eau. Mais jusqu'à maintenant, il y avait peu d'études au niveau mondial qui avaient essayé de quantifier leur prévalence. Alors, il y en a deux notamment, euh, ces dernières années, il y a à peine 10 ans, qui avaient des estimations aux alentours entre 29 et 36%. Euh, mais, euh, mais il y avait aussi d'autres hypothèses et extrapolations en regardant à l'échelle des États-Unis ou en Australie ou dans d'autres endroits qui indiquaient que ça pourrait être bien plus élevé que ça. Alors, notre idée, c'était d'avoir une étude qui était beaucoup plus robuste au niveau, on va dire, technique, au niveau empirique, donc vraiment avoir une base empirique. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a entraîné un modèle statistique avec vraiment des observations d'intermittence par des stations de jaugeage, c'est-à-dire des zéros dans les enregistrements de débit.
pour produire la première estimation mondiale de la distribution des cours d'eau non pérennes à l'échelle de tronçons. Et quand je parle de tronçons, c'est-à-dire qu'on a utilisé une représentation digitale du réseau fluvial mondial, où chaque tronçon de rivière, donc entre deux confluences par exemple, est représenté individuellement et auquel on a associé une liste d'attributs hydro-environnementaux dont les caractéristiques de débit modélisées et d'autres attributs desquels je parlerai un peu plus tard. Ce qui est important, passe Thibaut, c'est de savoir que dans notre étude, et il s'agit d'une définition propre à notre étude, un cours d'eau non pérenne est un cours d'eau qui cesse de couler ou s'assèche pendant au moins un jour par an en moyenne interannuelle. Donc, c'est une définition qui est propre à notre étude, et il y en a d'autres, mais là, on s'appuie sur au moins un jour par an. Voilà. Thibaut? Donc, comme j'ai mentionné, on s'est appuyé sur des stations de jaugeage, plus de 5600 stations de jaugeage qu'on a compilées et qu'on a vraiment harmonisées de telle façon à ce qu'on s'assure que chaque station de jaugeage était bien pérenne ou non pérenne, et en s'assurant également qu'elle n'était pas trop influencée par des facteurs anthropiques. Donc, on a retiré toutes les stations de jaugeage, par exemple en aval de retenue d'eau importante. On a retiré toutes les stations de jaugeage qui avaient trop de données manquantes ou qui ont changé de statut durant leur période d'enregistrement, donc de pérenne à non pérenne ou inversement. Et donc, Thibaut, au final, avec ces 5600 stations de jaugeage, on a pu entraîner un modèle statistique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a associé plus de 100 variables, 100 caractéristiques hydro-environnementales à ces stations de jaugeage sur le climat, comme on va dire la température moyenne, précipitation minimale par mois, etc. L'hydrologie, d'un modèle hydrologique global, physiographie, telle que, par exemple, le relief dans le bassin versant, couverture des sols, caractéristiques des sols eux-mêmes et géologie. Donc, on avait plus de 100 caractéristiques comme ça qu'on associait à chacune de ces stations de jaugeage afin d'établir des liens statistiques, des relations statistiques entre ces caractéristiques environnementales et la probabilité que chaque station de jaugeage soit intermittente. Et on a donc utilisé un modèle statistique dit Random Forest. Et attends, reviens une seconde. Et grâce à ce modèle, on a pu ensuite extrapoler à chaque tronçon dans le réseau fluvial mondial, grâce à tous ces attributs environnementaux, quelle était la probabilité que chaque tronçon s'asséchait au moins un jour par an. Voilà. Thibaut. Et donc, ce que ça a donné, c'est cette carte qui a circulé pas mal depuis, qui montre donc la probabilité que chaque tronçon cartographié s'assèche au moins un jour par an, avec en rouge et orange les tronçons qui ont une probabilité de plus de 0,5, donc de 50% de chance, et en bleu, les tronçons de moins de 50%. Et donc, évidemment, les lignes plus épaisses sont les plus grandes rivières. Alors, ce qui est intéressant avec cette étude, et ce qu'on a trouvé, c'est que non seulement on a cette haute résolution, mais qu'on est vraiment global et qu'on va donc jusqu'en Arctique. Et en allant jusque dans l'Arctique, on a trouvé qu'il y avait une grande proportion de ces rivières en nordique qui s'asséchaient également, ou qui cessaient de couler, car c'était ça notre définition. Et pour beaucoup d'entre elles, c'est aussi du fait que beaucoup de ces petites rivières gèlent. Mais ce qui est intéressant, en général, c'est qu'on a vraiment trouvé que c'est vraiment sur tous les continents, tous les biomes, tous les climats qu'on trouve des rivières intermittentes, et même dans le bassin amazonien, par exemple. Suivante. Donc, on a trouvé que 41% des cours d'eau cartographiés par longueur cessent de couler au moins un jour par an. Et par cartographié, ce que je veux dire, c'est dans ce réseau fluvial mondial digital, on a seulement les rivières qui ont au moins un débit moyen de 0,1 m3 par seconde, donc au moins 100 litres d'eau par seconde en moyenne. Et je reviendrai plus tard. Là, on a fait cette première estimation, vraiment pour les cours d'eau cartographiés pour au moins un jour par an. Et ensuite, si tu passes, Thibaut, tu peux même faire l'aller-retour entre les deux. Pardon, reviens. Attends, je t'entends pas. Tu veux que j'aille sur quel diapo, Mathis? Fais l'aller-retour entre les deux cartes de un jour et un mois par an. Parce que c'est assez subtil la différence quand même.
Voilà. Donc, on a trouvé, je pense, à peu près 35% des rivières quand même au monde, ça sèche au moins un mois par an. Parce qu'on pourrait dire un jour par an, c'est quand même pas beaucoup, mais il y en a beaucoup qui sont un mois par an. Voilà, tu peux passer à la suite. Et donc, quand je disais toutes les cartographier, c'était important aussi de se poser la question. Évidemment, il y a beaucoup plus de rivières et de ruisseaux que 100 litres par seconde. Donc, euh, on sait que plus la précision d'une carte augmente, plus la taille minimum des cours d'eau cartographiés diminue, évidemment. Mais on sait également qu'à l'échelle mondiale, et en France par exemple, plus le pourcentage de cours plus la précision d'une carte augmente, et plus les cours d'eau sont petits, plus le pourcentage de cours d'eau non pérennes augmente. Car plus les cours d'eau sont petits, plus ils ont tendance à avoir une hydrologie variable, et donc plus tendance à l'assèchement, ou à juste la cessation du débit. Alors, basé sur ce principe, on a donc extrapolé. Suivante. Et donc, on a extrapolé notre estimation d'intermittence pour tous les cours d'eau avec un débit moyen entre 10 litres et 100 litres par seconde. Donc, on a extrapolé, disons, notre estimation d'un ordre de grandeur. Et pour ça, on a fait des modèles d'extrapolation pour chaque intersection de bassin et climat dans le monde. Alors, ça veut dire qu'on n'a pas fait un seul modèle en disant, juste en allongeant la ligne. On a fait plus de 400 modèles, disons, pour être sûr qu'on extrapolait en prenant en compte les tendances locales et climatiques. Voilà. Et en faisant ça, on a estimé que 60% des cours d'eau avec un débit moyen de plus de 0,01 mètre cube par seconde, donc 10 litres par seconde, par longueur, cessent de couler au moins un jour par an en moyenne. Et là, on est arrivé donc on a trouvé que ça veut dire que la majorité de la longueur du réseau fluvial mondial, ça sèche au moins un jour par an. Et maintenant, on peut discuter les implications à partir de maintenant. Mais évidemment, ce n'était pas une étude qui s'est faite toute seule. Pour ça, je tiens à remercier toute une belle équipe de collaboration entre INRAE, l'Université McGill et même l'Université Goethe à Francfort et même en Nouvelle-Zélande, et incluant nos financeurs divers et variés, incluant Driver, dont on parlera bientôt. Merci. Et du coup, je vais prendre la relève pour continuer la présentation, pour développer un peu les conséquences de cette quantification au niveau mondial avec un petit focus sur la France, et également pour montrer un peu, alors en termes scientifiques, en termes de gestion, aussi en termes législatifs, quelles sont les implications un peu de cette étude menée par Mathis. Alors la première chose, en fait, pour illustrer à nouveau ce qu'a dit Mathis au niveau mondial, on peut regarder ce qui se passe en France. Donc là, vous avez une carte de la France métropolitaine avec, je n'ai pas représenté tous les arcs du réseau hydrographique théorique, mais simplement en gris ceux qui sont sujets à l'intermittence. En fait, c'était un modèle qu'on avait fait en 2013 à l'époque, avec notamment une partie des co-auteurs de l'étude globale, où on avait à peu près utilisé la même approche en plus simplifiée avec moins de variables, et puis qu'à l'échelle de la France. Et on avait montré deux choses qui sont importantes et que vous voyez sur cette carte, c'est qu'en France, on arrivait entre 20 et 35% en fonction des incertitudes du modèle de la longueur du réseau qui est sujet à l'intermittence. Ce que vous voyez aussi, c'est qu'on a l'impression que les rivières intermittentes, c'est le pourtour méditerranéen, la Corse, et en fait, les endroits où il pleut le plus en France, c'est là où la densité de cours d'eau intermittents est la plus forte. Donc, il y en a partout, ça reprend ce que Mathis disait, sur tous les continents, sur tous les biomes. Il y en a en montagne, il y en a en Bretagne, il y en a dans le bassin de la Crète, dans les Vosges, etc. Ce n'est pas simplement l'apanage de la zone méditerranéenne. C'est des milieux qui sont très dynamiques. Donc, Mathis l'expliquait, c'est des cours d'eau qui peuvent simplement cesser de s'écouler, donc être comme sur cette diaporama. Sur cette photo du diaporama, c'est le cas l'avant, sous forme de mouille déconnectée, ou c'est des cours d'eau qui peuvent s'assécher. Et il y a des cours d'eau qui passent par toutes les phases, et des fois qui passent par toutes les phases de manière très dynamique. Là, c'est un exemple qui est pris sur Touareg, un petit bassin en Poitou-Charentes, où on a la chance depuis assez longtemps d'avoir des observations de l'état d'écoulement via l'effet dit de pêche, notamment. Et là, vous voyez qu'en fait, en prenant cette carte, quand c'est bleu, c'est qu'il y a de l'eau qui coule, quand c'est orange, c'est qu'il y a de l'eau qui ne coule pas, et puis quand c'est rouge, c'est que c'est tout sec. Vous voyez qu'en fait, cette rivière, sur ce bassin versant, on peut y revenir quasiment tous les jours et on aura une mosaïque d'habitats complètement différente. Et ça pose pas mal de soucis pour les scientifiques, mais évidemment en termes de gestion. Alors, ce qu'on sait au niveau des réponses biologiques jusqu'à présent, c'est que si on regarde localement la biodiversité d'une rivière intermittente, donc en se plaçant sur un site,
on sait, on a des relations qui ont été documentées dans plein de pays différents, que globalement, la richesse taxonomique locale diminue avec le pourcentage d'intermittence annuelle. Donc, plus un site il s'assèche en moyenne à l'année, moins il aura une richesse taxonomique locale, que ce soit pour les invertébrés de surface ou souterrains, les diatomées, la végétation riparienne ou les poissons. On sait aussi que c'est l'assèchement, la présence de la cessation d'écoulement ou de l'assèchement complet, c'est la variable mètre. Ça explique, je ne rentre pas dans les détails de cette étude-là, mais on a montré que la présence d'assèchement, ça expliquait quasiment autant que si on mesure plus de 250 métriques qui sont habituellement utilisées en écohydrologie, donc le nombre de crues, la magnitude des crues, les bas débits, etc. Simplement un zéro, ça explique autant que tout le reste. Ça montre vraiment, et c'est un peu logique hein, pour un milieu aquatique, que quand il n'y a plus d'eau, ça pose quand même souci. Par contre, là, c'est un petit peu plus conceptuel, mais c'est très important. C'est que si on regarde localement le nombre d'espèces, on va dire il est plus faible que dans les cours d'eau pérennes qui seraient adjacents. Par contre, quand on regarde la différence de composition taxonomique entre différents sites ou entre différents dates, donc si on replace sur le petit schéma du Touaret tout à l'heure, par exemple, à n'importe quel moment, si on va regarder dans différents endroits du réseau, on va avoir des espèces qui seront très différentes, parce qu'il y en a qui sont adaptées au courant, d'autres au fait qu'il n'y a plus de courant, et il y en a même certaines qui sont adaptées au fait qu'il n'y a plus d'eau. Ce qui fait qu'on a une diversité biologique bêta qu'on appelle, une différence d'espèces entre sites ou dans le temps qui est très forte, et ça qui est plus forte que dans les cours d'eau pérennes. Là, je prends l'exemple de 3 communautés qui ont 5 espèces, donc on va dire que ce n'est pas beaucoup si on s'intéresse à des invertébrés, par exemple 5 espèces, ce n'est pas bon du tout. Eh ben, en fait, si on n'a pas les mêmes espèces entre ces 3 sites ou ces 3 dates, finalement, on a une richesse de 5 entre chaque site ou entre chaque date. Et cette richesse, elle est importante parce qu'au niveau régional, eh ben, elle s'additionne. Et en fait, une rivière intermittente, ce n'est pas parce que localement elle a moins d'espèces qu'au niveau régional, elle n'en a pas plus. Alors, le choix n'est pas de dire si la question n'est pas de savoir si plus on a d'espèces, mieux c'est, mais c'est quand même pour atténuer un peu le discours qu'on aurait tendance à dire les cours d'eau intermittents, ils ont moins d'espèces, donc on ne s'en occupe pas. On a montré, alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, on peut y rentrer après si vous avez des questions, mais on a Julie Crabeau qui faisait sa thèse avant Matisse sur plusieurs bassins intermittents RMC, elle a montré qu'en fait, plus on a la fréquence et la durée des assais qui augmentent, plus d'un point de vue taxonomique ou fonctionnel, on a une diversité qui augmente également à l'échelle du bassin versant. En fait, je l'illustre avec ce petit, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, moi il est caché par les... Mais si on prend les petits points rouges localement, on n'a pas trop d'espèces. Et puis si on augmente et qu'on prend tout ce qu'il y a dans ce tronçon-là, on aura plus d'espèces. Et au niveau du bassin complet, on en aura beaucoup. Et ça, c'est une différence avec les cours d'eau pérennes. On a quand même, bien sûr, des différences d'habitat, etc. Mais on a de l'eau qui court de partout. Au niveau régional, on a montré aussi que l'effet des assèchements, il n'est pas commun, unique à tous les bassins. Il y a une dépendance, une contexte-dépendance qui est très forte. Alors, ça peut être lié notamment, ça c'est une étude qui vient aussi du Touaret, qui a été réalisée par Maëlys Gauthier, qui était une autre doctorante qui était financée par l'OFB à l'époque, qu'en fait, si on va dans des bassins qui sont déjà très fragmentés, et bien en fait, l'assèchement agit également comme une fragmentation temporaire, quand on s'intéresse à la diversité au niveau régional, et bien en fait, elle a très peu de rôle. C'est que tout a déjà été cadré par la fragmentation permanente, type les seuils, etc. On y reviendra, j'en suis sûr. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant d'un point de vue écologique avec ces milieux, c'est qu'on s'intéresse beaucoup aux espèces aquatiques quand il y a de l'eau qui court, mais en fait, il peut y avoir une richesse à la fois pendant les phases où l'eau elle s'arrête de couler ou terrestre qui peut être extrêmement forte. J'ai en photo Roland Corti, qui était un des premiers doctorants que j'avais eu, qui travaillait sur l'Albarine et puis sur des rivières en Nouvelle-Zélande. Moi, à bout de 5 ans, j'avais 35 espèces dans cette rivière. Roland, en une année, avec un quadra, un petit aspirateur à bouche, il a relevé plus de 109 espèces terrestres, dont des espèces qui étaient uniques, qu'on n'avait pas retrouvées dans les zones ripariennes adjacentes. Et voir des espèces, c'était la première fois qu'on les enregistrait dans le Jura, c'était des espèces méditerranéennes. Et ça, il y a tout à découvrir, au même titre que pendant les phases où la rivière elle est sous forme de mouille, et ben en fait, ça ressemble plus à des étangs. Donc, il y a des odonates, il y a plein d'espèces qui peuvent venir au moins temporairement coloniser, dont on ne maîtrise pas encore toutes les valeurs de biodiversité. Donc, ça, c'est une question ouverte. Je vous en ai présenté différents aspects. Il y en a plein d'autres, notamment avec l'utilisation des aspects moléculaires, parce qu'il y a des questions d'adaptabilité, de très spécifiques aux espèces qui peuvent survivre aux secs, qui restent encore à découvrir. Donc, si on résume un peu les challenges pour la gestion,
La première chose, je l'illustre avec une vidéo, c'est beaucoup plus parlant que les petits diagrammes, c'est que c'est des milieux très dynamiques. On est à la frontière entre l'écologie terrestre. Là, vous voyez un écosystème terrestre. Pendant 6 mois, il était complètement terrestre. Et puis, en l'espace de quelques minutes, ça va devenir une rivière qui va couler 1 m3. C'est une vidéo qu'avait enregistrée Roland Cortier donc, sur l'Albarine. Et ça arrive plusieurs fois dans l'année. Et là, on est face à un changement de système. On appelle ça un écotone temporaire, temporel du milieu terrestre aquatique, qui est assez impressionnant. On a échantillonné ce front de remise en eau. Il est rempli de bestioles aquatiques et terrestres, toutes de vivantes, c'est-à-dire que ça peut être utilisé pour coloniser des habitats. On sait qu'il y a des processus biogéochimiques qui s'y passent qui peuvent être assez intéressants. Par exemple, quand on a ça dans une rivière, ça émet pendant 24 heures un pulse de CO2 et de méthane à cause de la réactivation des bactéries et des communautés microbiennes en général qui sont sur cette litière. Donc, ça fait des pulses de CO2. Donc, ce dynamisme, il est très difficile à appréhender. Ça, c'est dur à filmer, c'est dur à échantillonner. Ça en fait un objet complexe, mais très intéressant. On a aussi un souci pour caractériser cette intermittence-là. Je vous montre ce que nous, on utilise maintenant plus ou moins en routine, c'est des pièges photos. Parce qu'en fait, en prenant une photo à midi tous les jours, on arrive à reconstituer des historiques comme ça de débit à l'année. C'est, si vous voulez, une version du réseau onde améliorée qui coûte un petit peu plus cher. Mais voilà, nous, on utilise ça parce qu'aujourd'hui, les stations de jaugeage, comme l'a montré Mathis, que ce soit au niveau français ou mondial, elles sont sur les cours d'eau pérennes. Il y en a très peu sur les cours d'eau intermittents. Il est hors de question pour les gestionnaires d'aller équiper des cours d'eau intermittents, sauf dans des zones soumises aux crues, j'imagine, avec des nouveaux stations de jaugeage. Donc, on a besoin de données. On va explorer les données satellites. Il y a les pièges photos, il y a des nouveaux capteurs, mais ça reste un souci. Les valeurs de biodiversité, j'y suis revenu, on les connaît très mal. Donc là, on a des efforts en cours au niveau mondial, en plus de niveau français, pour mieux les comprendre, que ce soit dans les phases en eau ou dans les phases terrestres. Là, je reprends une diapo de Mathis. C'est qu'en fait, on commence tout juste à comprendre que le petit chevelu, ce qu'on appelle les têtes de bassin versant en français, dont la plupart sont soumises à l'intermittence, elles sont connectées à l'aval avec une cours d'eau qui sont pérennes. Donc, ces cours d'eau, on sait qu'ils ont un rôle prédominant dans les cycles du carbone, je parlais des pics de CO2, etc., dans le cycle de l'azote. Et ça commence tout juste à être compris. Ce qu'on connaît très peu, c'est arriver à quantifier les services écosystémiques. Je ne rentre pas dans les détails, mais dans ces cours d'eau-là, il y a des services qui sont promus pendant les phases où il y a de l'eau qui coule, comme dans n'importe quelle rivière. Je pense à la pêche, par exemple, ou à la production d'eau, mais il y a des services qui sont propres aux autres phases. En phase de mouille, c'est moins le cas en France, mais dans certaines régions, c'est ces phases-là qui attirent toute la mégafaune, les éléphants, etc. en Afrique, ils sont tous autour de ces zones où il y a encore un peu d'eau sous forme de mouille dans ces cours d'eau. Et puis dans certains pays, c'est un peu le cas aussi dans le sud méditerranéen en Europe, en fait, il y a des services culturels qui peuvent être très forts sur ces cours d'eau-là. Donc ça reste aussi à quantifier. Puis ce qu'on ne connaît pas, j'imagine que vous allez nous poser la question, c'est un cours d'eau qui s'assèche sous influence de l'homme. Est-ce qu'il va devenir un cours d'eau naturellement intermittent? Parce que jusqu'à présent, moi, je n'ai parlé que de cours d'eau naturellement intermittents ou pas. Et ça, on ne sait pas en fait. On ne sait pas s'il faudra 5 ans pour que les communautés s'adaptent, si ça dépend des communautés qu'il y a dans le paysage, si c'est un cours d'eau qui est dans une région, il y en avait déjà plein avant qui s'asséchaient naturellement. Et donc là, il y a aussi pas mal de choses à faire. Toutes ces questions-là, elles se traduisent en gestion quantitative. C'est pour ça qu'on avait besoin de cette carte que Mathis nous a produite. C'est quoi la typologie de l'intermittence? C'est quoi ses origines? Parce que sans ça, on est incapable de faire de la gestion quantitative. Quel débit minimum il y a besoin dans un cours d'eau intermittent? Comment on gère les débits écologiques dans ces systèmes? Voilà, si on écoute certains actuellement, c'est des systèmes atypiques, il faudrait les exclure de la loi sur l'eau. Est-ce que ça va nous aider aussi à gérer les prélèvements dans les nappes? Parce que quand on tombe dans une nappe, en général, le cours d'eau qui est à côté, il y a des chances qu'il s'assèche. Et puis de restaurer des régimes hydrologiques naturels. Il y a des questions aussi en termes de biosurveillance, c'est-à-dire mesurer l'état écologique dans les cours d'eau intermittents. Aujourd'hui, on ne sait pas faire. Quand ça s'assèche un tout petit peu, ce qui marche dans le pérenne, ça marche un peu, mais comme les indicateurs ont été faits par et pour les cours d'eau pérennes, dès qu'on est en contexte d'intermittence assez sévère, on ne peut plus mesurer l'état écologique, ce qui pose pas mal de soucis. Il faut aussi qu'on intègre les assèchements en tant qu'agent de fragmentation. Malheureusement, en France, on a une base de données qui montre qu'on a un obstacle, je crois, tous les kilomètres. On a énormément d'obstacles à la dispersion dans les cours d'eau via les seuils, les barrages, etc. Et en plus, le fait d'avoir des assèchements, ça rajoute une contrainte à la dispersion, et certes temporaire, mais qu'est-ce qu'elle va devenir avec le changement climatique? Et puis, il y a toute la question de perception de bon état. Je montre une petite
une petite diapo qui vient d'un projet financé par la ZABRE et qui était porté par Marie-Lise Cotet, qui est géographe sociale, où en fait, vous voyez sur cette carte, en haut, c'est l'Albarine qui coule comme ça de la droite vers la gauche, et plus on va vers la gauche, plus c'est intermittent, c'est matérialisé par les couleurs. Et si on demande aux gens de donner une note un peu à leur paysage, vous voyez qu'en fait, les gens apprécient les zones pérennes de la rivière, et puis on a très peu d'appréciation dans la zone intermittente. Et si on leur demande de donner une mauvaise note à la rivière, en fait, ils reproduisent le modèle d'intermittence que nous, on a mis plusieurs années à produire. Simplement, voilà, plus c'est intermittent, moins cette rivière, elle leur parle. Il y a même des gens qui disent qu'il ne faut plus appeler ça une rivière quand ça s'assèche, parce que ça fait du mal à notre territoire, ça empêche les pêcheurs de venir, etc. Et donc ça, c'est un frein à la mise en place de politiques publiques qui est terrible et qu'il faut lever. Et puis, en termes de législation, j'en finirai là, et ben, le problème, c'est qu'on a l'impression que ces cours d'eau, ils ne servent à rien, donc on les enlève des cartes. C'est ce qui se passe en Rhône-Alpes actuellement. C'est une petite analyse qu'on a faite de la cartographie en cours qui est menée par les DDT, mais avec l'OFB, les champs de l'agriculture. Et globalement, sur les 3 critères qui sont retenus pour conserver un cours d'eau, le fait qu'il n'y ait pas un débit suffisant à l'année, ce qui est une question auquel même moi, je ne peux pas répondre. Qu'est-ce que ça veut dire un débit suffisant? On les enlève des cartes et dans certains départements, dont le département de Rhône-Alpes qui n'est pas indiqué sur ce tableau, on en est pour l'instant à 50% de déclassés. Et la plupart sont des cours d'eau intermittents. Il y a aussi la notion d'atypisme qui est revenue dans plusieurs décrets, finalement, qui est passé dans la loi montagne. C'est ce qu'on appelle le décret Giraud. Voilà, on a tendance à se dire quand il n'y a pas d'eau dans ces cours d'eau, ça ne sert à rien de s'en occuper. Scientifiquement, ça pose des questions en tout cas. Et puis voilà, suite au barème sur l'eau qui a commencé, la première chose qui a été mise en place, c'est de faire sauter un petit peu les débits planchers pour les prélèvements. Ça risque aussi d'accentuer l'intermittence. Donc, la question, elle est vraiment avant de mettre en place des méthodes de gestion adaptées. Est-ce que ces cours d'eau, on veut les conserver ou pas? Et moi, j'en ai fini. J'imagine qu'il y a plein de questions pour Mathis et pour moi. Donc, on est tout oui. Merci Mathis, merci Thibault. Oui, je pense qu'il va y avoir des questions. En tout cas, nous, à Réseau Rivière TV, on en a quelques-unes à poser. Peut-être la première qui fait suite à la fin de la présentation. La question qui semble être légitime d'un point de vue législatif, c'est au final les cours d'eau intermittents. Justement, est-ce qu'on peut les définir comme des cours d'eau ou pas? C'est ça la question de la fin de la présentation. Donc, est-ce que pour vous, on peut considérer ça comme des cours d'eau ou est-ce qu'on considère que les cours d'eau pérennes qui ont le droit de citer à cette définition ou même un cours d'eau intermittent, que ce soit un jour, voire même 6 mois sur l'année? Je vais commencer, Mathis, si tu veux compléter. En fait, la question, elle est très simple. C'est, à part le fait que par moment, il n'y a pas d'eau, il y a un lit. Vous voyez très bien, ça, c'est une photo de la Cloche, pour ceux qui connaissent dans le Jura, qui est une belle rivière intermittente, un peu naturelle et un petit peu liée à des fossés de drainage qui est en train d'être restaurée. Et en fait, il n'y a aucune raison de les exclure parce que quand il y a de l'eau, il y a de la vie aquatique. C'est même, dans certains cas, des zones refuge pour certaines espèces aquatiques. D'un point de vue biogéochimique, tout ce qui se passe dans ces cours d'eau-là, quand ça coule, de toute façon, ça descend dans les cours d'eau pérennes. Donc, en fait, ils font partie du réseau hydrographique. Donc, si on ne les prend pas en compte, on menace totalement la gestion des cours d'eau pérennes, entre guillemets. Typiquement, si on laissait polluer les têtes de bassin versant n'importe quel réseau, on aurait des soucis à l'aval. Donc, scientifiquement, il n'y a rien qui s'oppose à les inclure comme cours d'eau. Au contraire, c'est des cours d'eau enrichis parce qu'ils ont des petites spécificités pour des scientifiques, que ce soit des hydrologues, des biogéochimistes, des biologistes ou même des gens qui font des sciences sociales qui en font des objets super intéressants. D'accord. Je vais un peu rejoindre la question qui vient d'être posée sur le chat. On reviendra dessus. Elle est encore plus complète. Mais alors, du coup, on voit, par exemple, sur la cloche, cette intermittence, elle est en eau, pas en eau, etc. Question logique, notamment pour les gestionnaires qui ont souvent l'habitude de travailler sur les cours d'eau pérennes. La faune aquatique, notamment les poissons, etc., qu'est-ce qui se passe quand on passe sur un moment donné où ça s'assèche? Est-ce qu'on a tout qui meurt? Est-ce qu'on a des endroits où la faune arrive à trouver des zones refuge? Est-ce qu'elle arrive à partir? Est-ce que typiquement, telle que la vision qu'on peut avoir souvent, notamment par le public, est-ce que c'est un cataclysme pour la biodiversité du cours d'eau quand il s'assèche une journée ou même un mois par an?
Alors, si on s'intéresse aux cours d'eau naturellement intermittents, c'est absolument pas un cataclysme pour deux raisons. C'est qu'en fait, ça fait longtemps que les cours d'eau ils ont été formés. En tout cas, par exemple, en France, on remonte à la dernière glaciation. Du coup, il y a eu l'évolution qui a joué son rôle. Et donc, les organismes, ils ont adapté deux types de stratégies pour survivre quand il n'y a pas d'eau. La première, qui est drastique, c'est de développer des stratégies physiologiques pour survivre à la dessiccation. Donc, il y a tout un panel d'organismes, notamment des invertébrés, même des larves de plécoptères, qui savent résister à l'assèchement pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Dans certains pays, c'est plusieurs années. Dans certains pays, il y a des poissons qui sont capables de se mettre dans la boue. Il y a des poissons qui respirent de l'air pour pouvoir survivre. Donc, il y a des adaptations physiologiques qui permettent de rester là. C'est-à-dire que sur la photo qui est à l'écran dans la cloche à sécher, si vous prenez du sédiment, vous mettez ça dans un seau, que vous rajoutez de l'eau, vous couvrez avec un filet, au bout d'un mois, vous aurez plein de vie aquatique dans votre seau. C'est une expérience qui est très facile à faire, qu'on peut faire avec des enfants, etc. Et parce que voilà, il y a un pool d'espèces qui est là. Et puis un deuxième pool d'espèces qui a eu des adaptations un petit peu plus de comportement ou physiologiques liées à ce comportement, c'est ce qu'on appelle plus des capacités de résilience. Quand le ruisseau va s'assécher, ils vont s'envoler, ils vont chercher un refuge dans le paysage. Ça peut être un refuge dans le linéaire du cours d'eau, un tronçon qui reste en eau. Ça peut être un refuge souterrain, que ce soit la zone hyporheique qui est par exemple sur la cloche juste en dessous, ou même des fois un petit peu plus profond, ou ça peut être d'aller se réfugier dans des écosystèmes aquatiques qui sont latéraux, des bras morts, etc. Donc pour ça, il y a les capacités de dispersion, hein, notamment pour les insectes, c'est la capacité à se déplacer. Et en fait, on s'en aperçoit que ça fonctionne bien dans les cours d'eau naturellement intermittents. C'est quand on vient en période d'eau, typiquement, si on vient au mois d'avril, dans les cours d'eau qui s'assèchent en général au mois de juin, on ne sera pas capable de différencier pour la plupart des gens qui travaillent en taxonomie aquatique la biodiversité de ce cours d'eau-là avec un cours d'eau pérenne adjacent. En fait, les espèces qui auront survécu, elles ont déjà refait leur cycle, et puis il y aura toutes les espèces qui ont recolonisé pendant l'hiver. Ouais. Anne, après, je te laisserai poser les questions du chat, on fera une alternance. Mais alors, du coup, si on regarde ça, on est vraiment sur des espèces qui sont spécialisées sur des rivières intermittentes. Et alors, il a été dit que la richesse taxonomique baisse avec l'intermittence dans les rivières. Mais au final, même si la richesse taxonomique baisse, on tombe sur des espèces qui ont besoin de cette intermittence, donc qui, au niveau de la biodiversité, de la richesse de la biodiversité, pas de la richesse taxonomique, mais l'ensemble des espèces, si on n'avait plus de cours d'eau intermittents, il est fortement probable que des espèces disparaîtraient, parce que leur cycle de vie ne pourrait plus être fait. Tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a deux choses. Oui, il y a des espèces qui sont adaptées. Ce n'est pas toutes les espèces. C'est-à-dire qu'en général, sur la cloche, par exemple, on trouve tout un cortège d'espèces qu'on appelle généralistes. Donc, c'est des espèces, de toute façon, qui est de l'assèchement ou pas, elles seront là parce qu'elles sont un peu partout. Je pense à tout un cortège de chironomes, etc., d'éphémères qui sont plus ou moins du bétis, par exemple, pour ceux qui connaissent. Et après, il y a un pôle d'espèces, mais il n'y en a quand même pas en France, ce n'est pas la majorité, qui sont vraiment uniques. Et si ces cours d'eau, on les faisait devenir pérennes de manière artificielle, comme c'est fait dans le sud de la France parfois avec des rejets de steppe, avec des rejets à l'école, ces espèces, elles disparaîtraient. Après, en revanche, encore une fois, j'ai montré que localement, la biodiversité, elle peut être plus faible en invertébrés aquatiques, par exemple. Mais si on se déplace dans le paysage, eh ben, la réponse, elle est non, la richesse, elle peut être plus forte grâce à l'intermittence, parce que du fait de cette dynamisme dans l'espace et dans le temps, on a plein de successions écologiques qui ont lieu en même temps. Et en fait, quand on prend une photo à un moment donné dans un territoire, on aura des stades de ces successions qui sont très différents. Donc, à l'échelle de la région, une diversité qui sera au contraire plus forte que si la rivière elle avait été uniformément pérenne, par exemple. Encore une fois, je parle de cours d'eau naturellement intermittent, c'est très important parce que ce que je viens de dire, dans un cours d'eau qui a jusqu'ici été pérenne, on n'a pas le travail de l'évolution. Donc, en fait, le temps que les espèces adaptées, elles arrivent, on va avoir un cataclysme. Toutes les rivières qui sont pérennes et qui commencent à s'assécher, en général, la première réponse, c'est une disparition d'une grande majorité d'espèces, que ce soit des poissons en premier lieu et des invertébrés. Et est-ce que vous avez une idée de la proportion des cours d'eau intermittents naturels et des cours d'eau intermittents du fait de pression humaine? À l'échelle internationale, c'est Mathis qui va répondre. Oui, donc pour préciser encore, et ça je pense que je n'ai pas dit, je l'ai pas répété assez explicitement, je pense que nous, notre estimation à l'échelle mondiale était le plus possible de façon naturelle.
Évidemment, on a utilisé des données empiriques qui étaient des stations de jaugeage, donc forcément, il y a des impacts humains, on ne peut pas les retirer, ils sont là depuis très très longtemps pour certains, mais on a quand même essayé de faire le plus naturel possible. Après, ça reste encore à déterminer ce pourcentage. On pense qu'il y a quand même, par exemple en France, je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'entre vous qui ont pu le constater. Nous, notre modèle, à l'échelle mondiale, sur les cours d'eau cartographiés, on dit peut-être que c'est voilà, entre 20 et 30%, mais il y a certaines régions qui ne sont pas sur la carte naturelle qu'on a pu montrer, qui s'assèchent. Et on sait très bien grâce aux raisons, par exemple. Donc, je pense en France, on arrive à rajouter au moins, peut-être encore parfois 20% du chevelu, au moins, qui s'assèche maintenant de façon anthropique. Mais pour compléter, c'est extrêmement difficile d'arriver à savoir, hormis la connaissance, soit avoir des chroniques dans la durée, soit avoir la connaissance locale, hein, des gens qui habitent par exemple dans tel village, ils n'ont jamais vu de mémoire d'homme la rivière s'assécher, là elle s'est asséchée l'année dernière par exemple. Et sinon c'est difficile parce que de toute façon il y a toujours un signal de changement climatique. Donc en fait on est sous influence du changement climatique, qu'on le veuille ou non, donc à terme il y aura plus d'assèchement. Et puis souvent les causes elles sont liées en Bretagne, quand vous regardiez la carte de France tout à l'heure. En Bretagne, nous, on a été moins propre que Matisse à l'échelle de la France. On a pris l'eau, il y avait des zéros. Et en fait, on mélange l'intermittence naturelle et non naturelle. Et typiquement, la plupart des cours d'eau qu'on voyait en Bretagne, ce n'est pas des petits chevelus qui s'assèchent naturellement, c'est aussi des zones comme en Poitou-Charentes où on sait qu'il y a une pression sur l'autel, qu'il y a des assèchements qui ne sont pas là naturellement, quoi. Mais ça reste à définir, cette proportion. Il y a une autre question dans le chat d'un dénommé Nicolas sur votre méthodologie pour identifier ces zones d'intermittence. Vous passez des stations de jaugeage en les croisant avec différentes variables et vous faites une extrapolation avec des débits. Est-ce que pour parler de l'impact des écoulements non pérennes sur les communautés animales et végétales, n'y aurait-il pas un intérêt à utiliser ces assemblages de communautés pour identifier les cours d'eau intermittents en comparant ces assemblages avec les débits et les débits seuils? C'est une bonne question. Alors, c'est très difficile à faire quand même, parce que vous savez sur les invertébrés, quand on fait un coup de sorbeur, on peut avoir 2000 bestioles, etc. C'est quand même, il y a beaucoup de bruit par rapport à la physique. C'est-à-dire qu'on met une caméra, on regarde s'il y a de l'eau, il n'y a pas d'eau, on le sait directement. Quand on passe par la biologie, il y a toute une espèce de supposition qu'on fait, mais c'est un potentiel. Alors en France, on n'en est pas capable pour l'instant. On a des collègues tchèques qui ont mis en place un indice biologique pour mesurer l'intermittence. Donc, c'est une très bonne question parce que c'est potentiellement possible. C'est-à-dire simplement à travers l'analyse des indicateurs de savoir si le site s'est asséché. Il y a des collègues aussi qui essayent de travailler à partir des espèces qui retrouvent dans des assemblages d'invertébrés la durée moyenne d'écoulement à l'année. Mais il y a énormément de travail et c'est quand même beaucoup plus direct de mesurer physiquement ce qui se passe pour l'instant, pour essayer de bien comprendre les réponses biologiques. Et quand on aura bien compris ces réponses biologiques, de faire le raisonnement inverse et d'utiliser ces communautés biologiques pour faire des inférences sur le régime hydrologique. Ok. Pour revenir sur justement l'intermittence des cours d'eau et le fait qu'on les considère comme des cours d'eau. Alors, ça a été évoqué en France, on est en train de refaire le classement des cours d'eau à l'échelle nationale. Et en effet, l'intermittence, le fait que le cours d'eau est un écoulement pérenne et un écoulement suffisant, est un des critères généralement utilisés pour définir ou non le cours d'eau. De ce qu'on vient de voir de la présentation et des réponses qu'on a, il semblerait que d'un point de vue de biodiversité, on sait des cours d'eau qui sont extrêmement intéressants et qui serait extrêmement justifié au final de les considérer comme des cours d'eau. Donc la question est un peu simple, alors je ne sais pas si un scientifique peut prendre une position aussi claire, mais les cours d'eau intermittents devraient être jugés et protégés autant que les cours d'eau pérennes, et donc déjà une première chose, classés comme cours d'eau sur les listes, et autant protégés via la législation française, pour le cas de la France ou les autres pays. En fait, Mathis, je prends la parole et puis je te laisse derrière, mais
concrètement, pourquoi on protège les cours d'eau? Il faut se poser cette question-là, en fait. Pourquoi on a une loi sur l'eau en France et pourquoi cette loi sur l'eau, elle a tellement été forte qu'elle a été utilisée quasiment dans le monde entier sur le modèle français qui a été exporté de partout? C'est qu'elle a un intérêt, cette loi sur l'eau, à la fois pour protéger les usages et pour protéger la biodiversité. Donc, en fait, à partir du moment où déjà on montre que la règle, c'est plutôt l'assèchement que les rivières pérennes, et à partir du moment où tous ces réseaux ils sont connectés les uns les autres, de toute façon, pour l'intérêt de la communauté et de tous, si ces rivières, on les exclut de la législation, on paiera les conséquences sur ce qui reste de pérenne, quoi. Donc là, c'est à la fois scientifique et aussi personnel. Si on revient à la base de la protection des cours d'eau, euh, bah, on n'a aucun intérêt à les oublier, ces cours d'eau. Aucun. Il y a une question de Marion Langon dans le chat. Biologiquement parlant, quelles conséquences y aurait-il à augmenter le caractère intermittent d'un cours d'eau qu'il est déjà naturellement? Est-ce qu'il faut forcer le trait ou il faut le laisser faire la nature? Ah, laisser faire la nature, ça, c'est pas mon domaine je peux pas répondre là-dessus parce que c'est. Mais par contre, sur l'aspect scientifique, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a des relations linéaires, comme celles que je montrais au tout début. Donc, en fait, un cours d'eau naturellement intermittent, bah, on peut prédire ce qui va devenir s'il prend 10% d'intermittence en plus dans 20 ans. On est capable de prédire où vont aller les communautés. Et après, il y a des décisions contextualisées. Il y a peut-être des espèces qui sont rares, qui sont dans cette région-là, des espèces patrimoniales à protéger ou des poissons à protéger parce que cette rivière, c'est une super rivière pour aller pêcher la truite et qu'il ne faut surtout pas que les populations de truites disparaissent. Je ne sais pas, mais voilà, on est capable de prévoir les cours d'eau naturellement intermittents, qu'est-ce qu'ils vont devenir quand ils s'assécheront plus. Là où on n'est vraiment pas capable de vous répondre scientifiquement, c'est une rivière qui vient de s'assécher, quelle va être sa trajectoire? Déjà parce que c'est des phénomènes récents, et deuxièmement parce que ça a encore été très peu étudié. Vas-y, Anne, repose une question. Là. Le chat pose des questions. Le chat fonctionne là pas mal. Donc, il y a une question autour du temps, le temps d'analyse qu'il faut avoir pour modéliser le fonctionnement de ces rivières intermittentes. Ça, en fait, c'est la prise de recul que l'on doit avoir. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des temps minimums, on parle sur des études long terme, des suivis long terme en fait de ce type de rivière. Je pense que sur l'Albarine, il y a des travaux long terme, je sais, sur cette rivière qui permettent de voir les choses sur d'autres rivières similaires. Après, Mathis, il pourra peut-être répondre sur le temps qu'il a mis, ne serait-ce que pour avoir une carte. C'est quand même, on est en 2021, vous voyez, on a des cartes de tout. Bah, il peut vous répondre sur le temps qu'il lui a fallu pour avoir une carte des. Voilà, je te laisse répondre déjà sur ça, Oui, Mathis. on part toujours du principe qu'on a plus de connaissances et de cartes à l'échelle mondiale qu'on pense. Un de mes projets précédents est une des premières cartes des lacs du monde. On pensait qu'on avait une carte des lacs, mais pourtant non, jusqu'à il y a peu, il y a peu de temps. Mais dans le cas, nous, de notre étude, le critère minimum pour inclure une station de jaugeage était 10 ans. Mais la moyenne au niveau des stations qu'on a vraiment inclus était 34 ans d'enregistrement pour les rivières non pérennes et 41 ans pour les rivières pérennes. Et là, on parle d'enregistrement qui devait être complet. Chacune de ces années devait être complète. C'est-à-dire qu'il y a un problème en général dans beaucoup d'endroits, c'est que quand une rivière s'assèche, on arrête d'enregistrer. Et on dit, oh, pas de données. Alors, c'est une grosse difficulté qu'il y a et sur laquelle on a dû se confronter, c'est de savoir quand les gestionnaires mettent un 0 ou un pas de données. Et donc, ces 34 années minimum, ou ces 10 années, par exemple, minimum qu'on a inclus, souvent, en fait, c'était étendu sur 20 ou 30 ans. Mais c'est seulement que beaucoup de ces données étaient manquantes. Mais alors, que faudrait-il idéalement pour vraiment détecter le caractère intermittent d'une rivière? Je pense qu'on parle évidemment au moins 30 ans et idéalement, en fait, des relevés historiques sont le mieux pour savoir qu'est-ce qui se rapproche le plus possible d'un caractère
naturel. Mais après, par exemple, en France, on a des lois sur l'eau qui sont renforcées au fur et à mesure du temps. Donc, il y a certaines périodes, par exemple, au XXe siècle, où, en fait, avoir des enregistrements à ces périodes n'était pas forcément plus adapté si on n'avait pas de débit seuil. Et pour compléter, quand on travaille sur une rivière intermittente, donc Anne parlait de l'Albarine, ça fait depuis 2006 qu'on a des travaux sur l'Albarine. Bah, je pense comme beaucoup de gens cette année, vous avez vu que cette année, nous, la rivière, elle n'a pas fonctionné comme j'avais l'habitude de la fonctionner depuis 15 ans. Au lieu de s'assécher en avril comme d'habitude, elle s'est asséchée il y a 10 jours. Voilà, on a eu un printemps très pluvieux, un été très pluvieux. Ben, elle n'a pas fonctionné pareil. Ça veut dire, d'un point de vue hydrologique, si on avait travaillé sur les 2 dernières années, l'année très sèche l'année dernière et cette année, on passait du coq à l'âne. Et puis évidemment, d'un point de vue biologique, les réponses d'une année humide ou d'une année sèche, elles vont avoir des conséquences sur plusieurs années. Et ça, on commence tout juste à les anticiper. Cette année, c'est à la fois dommage et à la fois super que la rivière, elle ait coulé tout l'été. Dommage parce qu'on a un gros projet dessus et qu'on avait besoin d'assèchement. Mais c'est bien parce que ça va nous permettre de voir, comme on va le suivre encore pendant des dizaines d'années, cette rivière, on va voir un peu quel est l'effet de cette variabilité hydrologique sur des réponses biologiques. Et ça, c'est chouette. Il y a toujours des questions dans le chat au niveau des suivis. Euh, par quoi les rivières intermittentes sont guidées? Par leur système d'intermittence ou par… T'as ton micro coupé, Anne. Perdu le micro. On ne peut plus entendre la suite, tu as coupé ton micro. Pardon. Par quoi les cours d'eau temporaires sont-ils marqués? Plutôt par leur intermittence ou par leur appartenance même à une hydroécorégion? Puis après, il y a une histoire toujours sur ces histoires de suivi, avant de passer, je pense, dans les actions de gestion et de qu'est-ce qu'il faut faire sur ces rivières. Je pense que c'est dans le cadre de Rivière TV, c'est des questions importantes à poser par la suite, à basculer sur ces autres types de questions. Comment on se projette dans un siècle par rapport au changement climatique? Vous avez une idée il y en aura de plus en plus, il y en aura, comment on se projette? Tu veux répondre, Mathis? On n'a pas énormément d'éléments là-dessus. Je pense qu'on a vu ça dépendra des endroits, ça dépendra des patrons de climatique. En France, je pense qu'on prévoit plus de variabilité, c'est sûr. Donc, quand il y aura des saisons sèches ou des années sèches, on aura sûrement une étendue d'intermittence qui sera plus grande. Après, c'est un élément qui reste manquant. Nous, c'était cette étude, au niveau mondial en tout cas, notre étude avait une visée à prévoir comme la base ou une fondation sur l'intermittence naturelle. Et maintenant, on est en train de travailler à l'heure actuelle pour faire des estimations à l'échelle mondiale des changements climatiques. Après, Thibaut peut parler peut-être plus sur la France. Oui, ou sur l'Europe, parce qu'on a justement le projet Driver là, qui est listé en bas. C'est un projet européen qui vient de démarrer. C'est ce projet qui aurait bien aimé avoir des assèchements cette année. On a 6 cas d'études en Europe, du nord de la Finlande jusqu'au sud de l'Espagne. Donc ça s'est tout asséché partout, sauf en France. Dans l'Europe de l'Est aussi, on a des cas d'études en Croatie, en République tchèque et en Hongrie. Et tout s'est super asséché. Et en fait, on a un travail avec des hydrologues, des écologues, où on va modéliser sous différents scénarios de changement climatique quel va être le futur de ces cours d'eau. Et on a des modèles, et Mathis y est impliqué, on a des gens qui font d'extrapolation spatiale de manière très propre, qui vont permettre de faire un upscaling en fait, des résultats qu'on va avoir sur nos différents cas d'études au niveau européen, voire un petit peu plus haut si on peut. Donc c'est en cours. Pour l'instant, on sait qu'il y a des zones en plat où les glaciers fondent. Au moins pendant un certain temps, les cours d'eau intermittents risquent d'être un peu moins abondants en montagne. En Suisse, il y a plein de cours d'eau qui étaient intermittents dans des zones de moyenne montagne qui commencent à devenir pérennes parce qu'en fait, ça fond. À l'inverse, on connaît déjà, je pense que vous en connaissez tous autour de chez vous, où que vous soyez en France. Il y a des exemples très clairs dans le sud de la France, par exemple, de rivières qui ont commencé à s'assécher à cause du changement climatique. Donc, ça va être variable. On ne peut pas donner un chiffre et ça va dépendre des contextes. Et évidemment, ça va dépendre de comment on va gérer ces cours d'eau en partie, quoi. Comment on anticipe ça? Je vais reprendre
Je vais m'approprier la question d'une des questions du chat, puisque c'était une des questions de Réseau Rivière. Petit aparté avant, si des personnes ont des questions à poser sur des sujets qu'on a déjà abordés qui semblent passer, il ne faut pas hésiter à les reposer, on reviendra dessus, il n'y a pas de problème, hein, ne serait-ce que sur la biodiversité, etc. Il n'y a pas d'hésitation à avoir là-dessus. Euh, la question, c'est maintenant, pour les gestionnaires syndicats, gestionnaires GEMAPI, toutes ces réflexions sur les cours d'eau intermittents, comment est-ce qu'on les intègre? Alors, c'est une vaste question. Comment est-ce qu'on les intègre dans nos réflexions, dans nos plans de gestion, dans notre façon de travailler? Comment concrètement on peut s'approprier cette étude pour nous pouvoir en faire découler des pistes de réflexion, des pratiques? Voilà, ma première réponse, la chose, c'est de dire déjà, est-ce que vous avez envie de les intégrer? Je parle via mon expérience avec le syndicat de Rivière de l'Albarine, avec le SR3A, avec qui on a des super contacts depuis longtemps. Bah, eux, leur problème un peu, c'est que, en fait, intégrer les secteurs intermittents de l'Albarine, c'est difficile parce qu'en fait, aller dépenser de l'argent pour faire de la restauration et du suivi sur ces secteurs-là, bah, le public ne le comprend pas, en fait. Et j'imagine que certains d'entre vous êtes dans cette situation-là. C'est pour ça que j'insistais sur l'histoire des perceptions, parce que c'est vraiment un frein. Tant que l'imaginaire collectif dira bah, une rivière, ça doit avoir de l'eau toute l'année, et que si ça n'a pas d'eau, c'est plus une rivière, et ben, ça va être difficile de les intégrer. Ce que j'entends, c'est si vous avez envie de les intégrer, je me dis c'est déjà bien, parce que pour l'instant, la réponse, elle est plutôt on ne les intègre pas, et à tout plein niveau, on reçoit des messages de différents syndicats, où, voilà, c'est juste, c'est pas possible, on ne sait pas faire les suivis, on abandonne les suivis, on ne sait pas faire la restauration, on ne fait pas de restauration. Donc s'il y a déjà une volonté de les intégrer, c'est bien. Comment j'ai l'impression que tant qu'il n'y aura pas un effort de communication pour disséminer, on connaît, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, mais il y a plein de choses qu'on connaît sur ces systèmes. Ça fait 15 ans qu'il n'y a pas il y a pas qu'en France, il n'y a pas que nous. Il y a eu un gros développement des connaissances. Arriver à diffuser ces connaissances auprès des citoyens pour que les citoyens se rendent compte que ces cours d'eau, ils sont partout, que ce n'est pas forcément grave, que quand il n'y a pas d'eau, comme dans le petit lit asséché là, bah, il y a de la vie dessous et qu'il faut protéger ce lit asséché. Il ne faut pas qu'il s'assèche plus, mais il ne faut pas lui mettre de l'eau absolument. Ben voilà, ça, à mon avis, c'est la clé pour pouvoir arriver à guider vos actions de gestion. L'état de connaissances scientifiques aujourd'hui, il est assez fort pour que, s'il y a la volonté politique derrière et donc un peu de financement, on puisse traduire nos connaissances en outils. Je pense à la bioindication, je pense à la thèse de Matisse qui est sur la gestion des débits écologiques. On sait faire, on a les bases pour. Il n'y a plus qu'à avoir une volonté pour mettre ça en application, à le formaliser, arriver à voilà, adapter les indicateurs ou au moins définir leur plage dans lequel il peut fonctionner, puis quand ça fonctionne un peu moins, apporter soit une expertise, soit passer par d'autres types d'indicateurs, on est prêt à le faire. On a l'état des connaissances pour le faire. Oui, au-delà de il doit sûrement y avoir une question budgétaire aussi que les syndicats se posent, l'intérêt d'investir dans la restauration de cours d'eau intermittents qui sont très souvent en sec. Alors, par contre, on parle de restauration justement de milieu, de cours d'eau. Alors, restauration de cours d'eau pérenne, ça on sait faire, on sait ce qu'il faut restaurer, reméandrer, enlever des enrochements, enlever des obstacles à la continuité écologique, etc. Est-ce quand on parle de restauration d'un cours d'eau intermittent ou souvent à sec, est-ce qu'on est sur les mêmes objets de restauration et est-ce qu'ils ont autant d'intérêt? Est-ce que c'est autant aussi intéressant de reméandrer une rivière intermittente? Est-ce que c'est aussi intéressant de désenrocher les berges d'une rivière intermittente? Ou est-ce que ce sont d'autres actions de restauration qu'il faut mettre en place pour ce type de rivière? Moi, je Vaste réponds oui à question. tout ce que vous avez dit, en gros, c'est-à-dire, bon, déjà, on prend le cas de figure où c'est une rivière qui est naturellement intermittente. Quand il y a de l'eau, 6 mois, 8 mois à l'année, en fait, pourquoi on n'essaierait pas d'améliorer l'état écologique localement en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de contaminants qui tombent dans la rivière, en faisant en sorte qu'il y a un espace de liberté, en faisant en sorte qu'il y ait une diversité morphologique? Il n'y a aucune raison à ne pas le faire, puisque quand il y a de l'eau, elle fonctionne très exactement comme n'importe quelle rivière, en fait. Donc, si l'objectif, il est d'améliorer l'état écologique, on sait faire, et on sait faire dans les cours d'eau intermittents. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est le suivi de cet état écologique. Parce que c'est ce que je disais avant, c'est les indicateurs, il faut soit les adapter, soit arriver à trouver les bonnes références. Parce que globalement, si on utilise un I2M2 par exemple dans un cours d'eau intermittent, les espèces qui sont sensibles à l'assèchement, c'est souvent les mêmes espèces qui sont sensibles à des altérations hydromorpho ou à des altérations chimiques.
Donc, en fait, on va lui donner une mauvaise note parce qu'on ne trouvera pas tel groupe, tel cortège d'espèces, mais c'est simplement parce que la SEC a marqué. Donc, si on redéfinit un peu sans changer l'approche, sans changer l'indicateur, juste un petit peu les références, on arrivera à faire les suivis. Mais j'ai envie de dire, si l'objet il est de remettre en état une rivière, on sait faire et il n'y a pas de raison de ne pas le faire quand c'est intermittent. Il y a un autre cas d'étude, c'est un autre cas de figure, c'est typiquement la Cloche, où il y a un projet de restauration qui est assez spécifique en cours. C'est une rivière qui était naturellement intermittente dans une partie de ses affluents, mais dont l'intermittence s'est fortement aggravée du fait de la gestion du paysage, où il y a eu des drains, etc. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, on le voit d'ailleurs pas forcément sur cette diapo, mais il y a tout un travail de restauration qui est spécifique au maintien de la permanence de l'écoulement. Donc, il y a des petits barrages qui sont faits en bois à différents endroits. C'est un tout petit cours d'eau, évidemment. Ça n'aurait pas de sens de faire ça en cours d'eau de montagne, mais on sait faire comment, sur cette rivière, par exemple, arriver à retenir de l'eau un petit peu plus. Arrêter de prélever dans les nappes. Il y a aussi une gestion de l'occupation des sols, évidemment. Donc là, c'est une action spécifique à la restauration du régime hydrologique. Au même titre qu'on pourrait très bien restaurer des cours d'eau qui sont naturellement intermittents, mais qui reçoivent en permanence des effluents agricoles ou des effluents de steppe. On sait comment restaurer le régime hydrologique. Si on veut retrouver l'intermittence, il ne faut pas rejeter des effluents là-dedans. Donc, il n'y a pas une réponse. Tout dépend un peu des objectifs. Mais sur la question principale qui est est-ce qu'on est capable de le faire? Oui, en fait, c'est une rivière, ça fait partie des réseaux hydrographiques, c'est-à-dire toute l'état des connaissances pour la restauration, il s'applique tout à fait au cours d'eau intermittent. On n'est quand même pas dans le cas d'Oued qui coule une fois tous les 10 ans en France. Donc, en ce sens-là, on a plein d'outils sous la main, j'ai envie de dire. Après, il y a je pense, un élément que j'ajouterais à ce que disait Thibaut sur tout ce qui peut s'appliquer en tant que restauration. Il y a peut-être un élément qui est encore plus pertinent pour les rivières intermittentes. C'est comme l'avait démontré Thibaut, un réseau hydrographique où il y a des tronçons intermittents, c'est un réseau qui est très dynamique. Et en fait, pour que cette diversité à l'échelle du réseau soit maximale et pour que les espèces puissent survivre à l'intermittence, il faut qu'elles puissent bouger dans le réseau. Et donc, quand on pense à des restaurations rivières intermittentes, je pense que c'est aussi le cas pour les pérennes, mais particulièrement pour les intermittentes, on ne peut pas seulement penser à l'échelle d'un site. En fait, il faut vraiment penser à l'échelle du réseau pour que Et donc là, quand on parle de seuil ou de barrière à la migration, on a besoin de garder une connectivité dans le réseau pour que justement, en fait, toute la valeur de l'intermittence et tout ce dynamisme soit maintenu, si on veut les restaurer. Pour la question des obstacles à l'écoulement, on y reviendra dessus. Pas de doute à avoir là-dessus. Dernière question, après je repasse la main à Anne pour les questions du chat. Mais du coup, alors quand on parle de restauration, c'est vrai qu'au-delà de la restauration physique, il y a aussi une possibilité de faire des opérations de restauration, non pas sur le physique lui-même, mais peut-être aussi sur la ressource en eau pour faire en sorte de la garder un peu plus, pour que l'intermittence soit peut-être un peu moins élevée, qu'elle retrouve un cycle d'intermittence qui était un peu plus naturel. Ça joint une remarque du chat qui parlait des financements, notamment de l'Agence de l'eau, qui ne pouvaient pas être fléchés sur des opérations de restauration, sur des cours d'eau intermittents, du fait des objectifs des CE à atteindre qui ne prennent pas en compte ces choses-là. Mais de pouvoir travailler sur la ressource en eau, la préservation de la ressource en eau est peut-être un angle de travail possible pour obtenir des financements sur une question budgétaire. Pour revenir, Thibault l'a évoqué rapidement, les indicateurs. Au final, si j'ai bien compris, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Les indicateurs sont bons. Il suffit de les adapter au référentiel cours d'eau intermittent. On n'est pas obligé de réinventer un nouveau I2M2 spécifique aux rivières intermittentes. Il faut réadapter la chose. Et alors, dernière question, comme ça après je passe la main à Anne. Question toute simple. Est-ce que dans la recherche à l'échelle mondiale, il y a eu un exemple de restauration physique d'un cours d'eau intermittent, typiquement un reméandrement d'un cours d'eau intermittent, c'est-à-dire on a refait des méandres qui sont restés à sec 6 mois de l'année. Est-ce que visuellement, c'est quelque chose qui peut avoir assez d'impact pour peut-être aussi faire de l'explication auprès du public? Je laisse te répondre, Mathis. Vas-y, j'essaie de réfléchir peut-être à des exemples dans le sud-ouest des États-Unis ou en Australie.
Thibaut, déjà sur les indicateurs peut-être? Oui, sur les indicateurs, j'ai envie de dire, c'est pas aussi simple que ça, mais on sait que dans une certaine gamme d'intermittence, il n'y a pas besoin de changer d'approche. Il y a simplement besoin d'adapter l'indicateur, d'adapter les références, d'avoir un petit peu d'expertise. Après, là où j'ai envie de dire on a besoin de recherche, c'est qu'on ne sait pas où mettre le curseur. Je disais, nous, ce qu'on a testé sur l'Albarine, sur un cas d'étude, c'est en dessous de 80% de flot permanence à l'année, 20% d'assèchement. Là, les indicateurs, ils commencent à être pas optimaux. Et quand on descend à 60 ou 50%, bah là, ça ne marche même plus du tout. C'est-à-dire qu'un rejet de step contaminé, il va améliorer l'état écologique de la rivière, en gros. Donc c'est pas aussi simple que. Mais il n'y a pas forcément besoin de réinventer la roue. Je suis tout à fait d'accord, au moins pour un grand spectre des cours d'eau intermittents, et notamment tous ceux qui vont commencer à s'assécher avec le changement climatique, c'est pas forcé qu'on ait besoin de revoir toute la gamme d'outils qu'on a à disposition. Mathis, sur ma question des reméandrements. Alors si, Moi, j'en ai pas en tête. Après, je suis assez nouveau sur le sujet. Ça fait seulement quelques années que je suis dessus et j'ai vraiment une vision globale. Donc, des cas d'études là-dessus, je n'ai pas en tête. Après, j'en doute pas, puisque la loi sur l'eau aux États-Unis, par exemple, et il y a beaucoup dans le sud-ouest des États-Unis, il y a beaucoup d'espèces en danger, en fait, ou menacées, qui sont dépendantes des cours d'eau intermittents. Et j'ai pas le visuel, la photo d'un cours d'eau qui a été restauré. Mais je ferai une petite recherche après. De manière générale, pour parler pour la France et l'Europe, hein, on a eu un projet, il y avait pas mal de gestionnaires français, notamment des collègues de l'OFB et puis de l'agence RMC. Il y a très peu de cas de restauration de cours d'eau intermittents en Europe à l'heure actuelle, hein. La Cloche en fait partie, mais c'est un cours d'eau, j'ai envie de dire, un peu plus. Là, l'exemple, il est plutôt de remettre de l'eau, quoi. Mais des cas bien documentés de cours d'eau qui ont été restaurés et où ça s'est bien passé, il faudrait chercher du côté du sud de l'Espagne ou du côté de Malte, c'est-à-dire dans les endroits où tout est intermittent de toute façon. Donc, le succès de la restauration, il n'a rien à voir avec l'intermittence. Il est juste qu'il a fonctionné dans un contexte où tout s'assèche. Je pense qu'il y en a, comme dit Mathis, dans le sud-ouest des États-Unis, il doit y en avoir en Australie. En France, à ma connaissance, on n'en a pas. Effectivement, il y avait l'exemple de la cloche là, dont tu as parlé, là, Thibaut, avec un témoignage qui était dans le chat. Je pensais pour agir sur ces cours d'eau, il faut les connaître. Les scientifiques font de nombreuses études, recherches, etc. Mais pour légitimer des travaux, pour légitimer de laisser un cours d'eau en sec et mettre des financements dessus pour le restaurer, c'est important de pouvoir associer les riverains, la population. Et donc, c'est une question qui est dans le chat. Il y a un outil participatif de relevé de l'intermittence qui existe en ligne, qui s'appelle Enquête d'eau. Est-ce que, comme moi, j'ai une question sur qui c'est qui y répond? Est-ce que c'est vraiment une enquête qui permet de partager les connaissances acquises sur les différents secteurs de cours d'eau intermittents? Partager finalement, est-ce qu'il y a les mêmes des relevés d'intermittence? Est-ce que ça fait changer le point de vue des acteurs du territoire, des riverains? Et est-ce qu'il y a des concordances de points de vue entre chercheurs et personnes, citoyens, lambda, qui conduisent, qui observent ces intermittences? J'ai mis un lien dans le chat là pour revenir. J'ai vu la question dans le chat. En fait, c'est très clair. C'est encore une fois le verrou, il est sur la perception. Et donc, la première chose à faire, elle est d'impliquer tout le monde. Et en fait, il y a énormément de gens qui parcourent les rivières, hein, que ce soit du cueilleur de morilles au kayakiste, etc. Euh, et en fait, si on diffuse un peu les connaissances qu'on a et aussi qu'on les intègre dans des états de et là, typiquement, on a un souci, que ce soit pour faire des cartes au niveau mondial ou en France, on manque d'observation. Donc, la science participative, en ce sens-là, c'est un très bon outil pour avoir une énergie de masse pour pouvoir augmenter le nombre d'observations et améliorer nos modèles, nos cartes, nos liens avec la biologie, etc. Et puis aussi faire en sorte que tout un chacun soit conscient qu'il y a des assèchements. Et tu dis, tiens, c'est marrant, là, je ne l'avais jamais vu assécher, peut-être que là, c'est pas normal. Et puis ça, finalement, ça a toujours été asséché. Mon grand-père, il m'en a toujours parlé. Et donc, c'est un outil qui peut être assez puissant. Le problème actuel, c'est qu'il y a plein d'efforts de sciences participatives un peu dans tous les sens.
Et donc là, avec le projet européen qu'on a, le lien que j'ai mis, on a créé une application qui va être dédiée en France, en Europe et dans le monde, une application qui est très simple, qui consiste juste, vous êtes au bord d'une rivière, vous voyez qu'il n'y a pas d'eau, vous prenez une photo, et nous, ça nous envoie ça sur un atlas. On va travailler l'idée au niveau européen, avec le Centre européen de recherche, c'est d'avoir un atlas en ligne, en direct, qui donnerait un peu l'état d'écoulement, tous les cours d'eau basés sur les différents efforts de sciences participatives en cours. Donc, nous, on aura une application dédiée, mais il y a Enquête d'eau, il y a une application qui s'appelle Crowdwater, qui est développée par des Suisses, qui fonctionne bien. Il y a une application qui s'appelle Stream Tracker, qui est développée par des Nord-Américains, mais qui est utilisée en Europe aussi. Donc, il y a plein de sources de données. Et ce qui se développe de plus en plus, hors application, c'est des réseaux d'observation, type ce qui a été fait en Poitou-Charentes par les fédérations de pêche. Donc, j'ai vu que ça s'est mis en place. Il y a des gens qui m'avaient contacté un petit peu plus au sud, sur la façade ouest, c'est-à-dire des réseaux locaux d'un syndicat de qui dit, bah, à partir de maintenant, nous, on va regarder l'état d'écoulement des rivières parce qu'on a besoin de regarder si ça s'assèche de plus en plus ou pas. Et voilà, donc ça se développe de plus en plus, couplé à ONDE, au réseau national d'observation des étiages, qui est aussi pas mal utilisé pour rendre compte des assecs. C'est plutôt aller vers la bonne voie, tant pour apporter des données aux scientifiques que pour aussi faire prendre conscience aux gens que c'est des rivières qui sont très abondantes et qu'il ne faut pas juste les mettre de côté parce que voilà, il y en aura de plus en plus de toute façon. Et est-ce que les gestionnaires de rivières qui ont des rivières intermittentes ont des démarches pédagogiques d'expliquer comment on explique les chemins de l'eau ou une opération de restauration d'un cours d'eau pérenne, la restauration d'une laune, la restauration d'un bras mort qu'on remet en eau, etc. Est-ce qu'il y a des panneaux pédagogiques qui permettent aux promeneurs d'expliquer, par exemple, pourquoi l'Albarine, elle est à sec à un certain endroit, que c'est pas, voilà, que c'est naturel. Je pense que ça serait intéressant d'avoir des retours d'expérience de gestionnaires sur comment ils communiquent en fait sur les spécificités de ces rivières. On peut faire le test avec l'audience. Anne, à mon avis, ça n'a pas été mis en place. Par contre, c'est bien que tu parles de l'Albarine parce qu'avec le CR3A, ils ont inclus un projet d'exposition qu'on va essayer de mettre en place, à la fois une exposition mobile dans les écoles, les centres sociaux, etc. de la vallée, et aussi des panneaux en fixe sur un secteur qui est assez parcouru par les promeneurs, pour expliquer que l'intermittence, c'est pas forcément mal, c'est pas forcément ce que dans la vallée, quand il y a eu l'interrogation un peu des différents groupes d'acteurs, il y a des gens qui pensaient même que c'était du fait des bombardements alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale qui avaient jeté des bombes et que la rivière disparaissait, quoi. Donc, voilà, on va essayer d'expliquer que non, c'est pas ça, que non, c'est pas grave. La rivière s'appelant l'Albarine, en faisant un peu d'étymologie, on se rend compte que ça veut sans doute dire qu'elle était blanche de galets depuis toujours et qu'elle a même pris son nom suite à ça. Donc voilà, c'est en cours sur l'Albarine. Je ne suis pas sûr, on peut faire le test, hein, s'il y a quelqu'un dans l'audience qui l'a mis en place, mais je ne crois pas, on en aurait entendu parler, à mon avis. Et c'est une super initiative, en tout cas, que de faire ça, en complément de la science participative. Le SR3A risque d'avoir quelques messages de collègues. C'est possible. Je ne sais pas s'ils sont là. Ah, peut-être. Il a été évoqué pendant la présentation, justement, les riverains, la perception qu'ils avaient des cours d'eau intermittents, le fait c'était des cours d'eau dégradés. Question simple, enfin simple, qui peut avoir des conséquences assez grandes. Si cette intermittence est naturelle, est-ce qu'il faut, en tant que gestionnaire, qu'on la combatte, qu'on résolve ce problème d'intermittence en bétonnant le fond, en faisant des lâchers d'eau, en construisant des retenues, des seuils, des barrages pour que ce soit en eau de manière pérenne? Question simple et au vu des discussions qu'on a déjà eues, la réponse, je m'y attends, mais c'est une question qui a le mérite d'être souvent soulevée par des riverains notamment. Je vais laisser Mathis répondre parce que ça va devenir le spécialiste de la gestion quantitative dans ces cours d'eau. Donc vas-y Mathis. Après, faut-il faire ça? Faut-il combattre l'intermittence? Je pense que c'est ni à Thibaut ni à moi de répondre directement à cette question. En fait, je pense que ce à quoi on peut répondre, c'est les éléments qui ont manqué pour informer ce genre de décision, c'était quelles sont les conséquences et qu'est-ce qu'on perd. C'est vrai qu'on en parlait avec Thibaut, et quand on pense à combattre l'intermittence,
Je pense que ça correspond un peu à combattre les inondations, combattre les crues. Et comment on peut combattre des crues? On peut mettre donc, par exemple, des réservoirs pour essayer de contenir, on peut mettre des digues, mais je pense qu'on en revient dans beaucoup d'endroits sur les impacts de la construction de ces digues et disons, la perte de résilience du fait de la construction de ces digues. C'est qu'en fait, ensuite, on construit dans les plaines inondables, une fois qu'on a construit les digues. Et puis, on se retrouve souvent avec des inondations qui sont encore plus importantes en aval. Donc, je pense que pour moi, quand on réfléchit à combattre l'intermittence, c'est un choix de société. Après, il faut que ces choix de société soient en pleine prise en compte des conséquences écologiques et des conséquences hydrologiques. Et ensuite, il faut réfléchir vraiment à la durabilité de ces actions, de ces interventions, en gros, sur le milieu. Peut-être qu'on va réussir à maintenir de l'eau pendant un certain moment, mais dans 10 ans, dans 15 ans, quels seront les impacts de ça, quoi. À toi, Thibaut. En fait, on a un super exemple sur ce que tu viens de dire, Mathis, en région Rhône-Alpes, c'est le Suran, pour ceux qui connaissent. Hein. Le Suran, c'est une rivière karstique. Je crois que ça doit être dans les années 70. Il y a eu une volonté de combattre l'intermittence qui est pour le coup très naturelle, et on est dans un vrai gruyère. Ils ont injecté je ne sais pas combien de tonnes de béton pour faire un barrage souterrain avec des trappes qui s'ouvraient que dans un sens pour que le karst puisse quand même, quand il est sous pression, pas inonder les villages. Ça ne servait à rien, hein, pour ceux qui connaissent le Suran, il a gardé son fonctionnement. Et voilà, c'est en ça que l'image de Matisse, de dire, c'est un peu comme vouloir construire dans une plaine alluviale, on sait qu'il y a un moment, ça va faire mal, quoi. Donc après que la société, elle décide d'artificialiser le débit de tous les cours d'eau pour une raison X ou Y, c'est un choix sociétal. Scientifiquement, ça n'a aucun sens. Et c'est un choix qui est vraiment difficile à rendre durable, en tout cas. Mais votre réponse est d'autant plus importante que en France, surtout en France, je ne sais pas pour les autres pays, il y a des voix qui s'élèvent pour le maintien ou la construction de nouveaux de seuils, surtout des anciens seuils de moulins ou de barrages. Et votre étude, elle a été reprise justement dans ce sens pour justifier le fait de maintenir ces seuils, voire même, pourquoi pas, d'en construire d'autres, sachant qu'on en a déjà 90 000 minimum en France. Du coup, si on reprend les explications que vous avez eues sur votre étude et les discussions qu'on a en ce moment, utilisez votre étude dans cette optique-là. Est-ce que ça amène, est-ce qu'on peut considérer ça comme une solution ou est-ce que c'est peut-être un peu un dévoiement de l'étude et que c'est une solution qui n'en est pas vraiment une? En fait, pour deux raisons, c'est un dévoiement. La première, elle est que, parce que voilà, on connaît un peu c'est un débat qui est un petit peu chaud, entre guillemets, en ce moment. Hein. Il se trouve que malheureusement, et malheureusement, on a très peu d'études aujourd'hui qui sont capables de quantifier l'effet des ruptures de connectivité sur la biodiversité, à part sur les poissons migrateurs, à part des cas extrêmes. Parce que, j'ai envie de dire, on n'a pas assez mis de connaissances là-dessus, c'est-à-dire qu'en utilisant les indicateurs qui sont plutôt là pour refléter un état écologique local, etc., on n'arrivera pas à détecter le signal de seuil. Pour pouvoir arriver à voir si la dispersion est clé dans le maintien de la biodiversité dans un réseau géographique, et donc derrière la question de savoir si on la restaure, qu'on maintient la connectivité, etc., il faut faire des études dédiées. Celles qui ont été faites spécifiquement pour ça, elles montrent toutes que la dispersion dans les cours d'eau, c'est un facteur qui est prépondérant, que ce soit pour les insectes ou pour les poissons, aux espèces. Il n'y en a pas beaucoup malheureusement, il n'y en a pas beaucoup en France, on en a quelques-unes. Le deuxième élément qui est un peu du dévoiement dans la façon dont ils ont pris notre étude, c'est que on montre que l'assèchement, c'est une fragmentation temporaire et qu'il y en a beaucoup plus qu'on pensait et qu'il y en aura beaucoup plus dans le futur. Donc, en ce sens-là, on sait aujourd'hui comment sont organisées les communautés biologiques dans les cours d'eau. Si on ne maintient pas ou si on ne restaure pas la connectivité dans les cours d'eau qui, pour l'instant, s'assèchent encore pas trop, ça va être une catastrophe quand ces cours d'eau-là vont s'assécher parce qu'on va surimposer un autre type de fragmentation dont on ne sera pas capable de mesurer les conséquences. Donc, j'ai envie de dire, il faudrait plutôt dire l'inverse. C'est parce qu'on sait qu'il y aura de plus en plus de fragmentation temporaire qu'on fasse aujourd'hui le maximum pour préserver ou pour restaurer la continuité écologique. Et puis, s'il nous manque des données, ce que j'entends, on pourra vraiment trancher,
Et tout n'est pas, on ne peut pas donner une réponse oui ou non, il faut enlever ce seuil parce que tout doit être contextualisé. Mais en fait, c'est un peu comme les études volume prélevable, c'est-à-dire il faut aller mettre les mains dans le cambouis, bassin par bassin, et regarder. Voilà, des fois, dans les deux cas, il y a des choses dans le débat qui sont un peu contradictoires. Des fois, on enlève des seuils alors que c'est des seuils qui n'ont pas forcément un rôle de barrière à la dispersion. Puis des fois, on n'en enlève pas alors qu'il faudrait. Donc, c'est vraiment un débat qui est complexe où il y a besoin de beaucoup de données et beaucoup d'expertise. Et on ne peut pas répondre oui ou non de toute façon de manière aussi simple. Et pour reprendre votre question initiale, c'est nous, on montre au contraire qu'on a besoin de préserver la connectivité. Et j'ai montré rapidement dans ce qu'avait fait Malice Gauthier, c'est qu'en fait, l'assèchement, si on se met dans un bassin qui est peu fragmenté, il va avoir un certain effet. Si on se met dans un bassin qui est déjà fragmenté, où les communautés biologiques, elles ne sont pas capables de fonctionner correctement, où on a des indicateurs dans le rouge de partout, en fait, on peut l'assécher complètement, ce cours d'eau, ça ne fera pas pire. Donc, vraiment, il faut contextualiser les choses et faire attention à ce que cette fragmentation temporaire, elle n'ait pas un rôle qui pourrait être même décuplé par rapport à une fragmentation permanente qui est déjà très forte en France. Merci pour la réponse qui est extrêmement complète. Je pense qu'on va arriver à la fin de cet entretien. Petite question quand même pour vous, suite à cette étude, quelle est la suite? Est-ce qu'il y a d'autres études sur le sujet qui sont prévues ou en France peut-être? Vas-y, Mathis. Alors moi, cette étude, c'était un premier chapitre dans mon doctorat, mon doctorat, pardon. Et mon doctorat, lui, se porte sur les débits écologiques dans la rivière intermittente. Donc, la suite pour moi, c'est d'explorer le sujet et d'essayer de développer des protocoles de débit écologique et de maintien de débit écologique qui sont propres aux rivières non pérennes. Après, on a toute une série d'autres projets avec Thibaut et autres qui essayent de répondre aux questions qui restent et qui sont souvent posées. Donc, l'impact, par exemple, l'impact des pressions anthropiques et les changements climatiques sur la prévalence et la distribution des rivières non pérennes. Comment fonctionne une rivière qui est non pérenne de façon artificielle par rapport à une rivière non pérenne naturelle. Ça reste tellement de questions sur lesquelles on travaille un peu en parallèle. Et donc en France, sur ce qui reste à faire en France, donc on a un gros projet européen, mais qui inclut la France, qui est déjà de voir ce qui va se passer dans le futur sous le changement climatique, pour être capable d'avoir des trajectoires long terme, des communautés, des processus écologiques, des services écosystémiques. Dans ce projet-là, on travaille de manière très proche avec des gestionnaires locaux, des gestionnaires au niveau régional, national et européen, pour co-construire des stratégies d'adaptation et de mitigation. Parce que là, tout est inventé, il faut qu'on soit capable de savoir, justement, la question, elle est pertinente, de savoir s'il faut stocker l'eau dans les bassins pour qu'on en ait dans 30 ans. Mais ça prend du temps et ça passe par des modélisations complexes, bassin par bassin, etc. Puis il y a d'autres stratégies, hein. Il y en a qui ont été mis en place, on l'a vu sur la cloche. Il peut y avoir plein de choses à inventer pour s'adapter ou pour mitiger un peu les effets du changement climatique. Donc là, on va travailler là-dessus. Il y a tout un aspect sur vraiment connaître les valeurs biodiversité au sein des 3 phases hydrologiques qu'expérimentent les rivières intermittentes, où il y a des efforts à faire et on y vient petit à petit, notamment grâce aux outils moléculaires qui nous permettent de changer de dimension un petit peu sur la précision taxonomique. Il y a toute une approche qui doit être faite en termes d'éco-hydrologie pour suivre ce que disait Mathis au niveau français, c'est on n'a pas de typologie d'intermittence aujourd'hui. On a une carte de probabilité, on n'a pas de typologie. Il faut réaliser une typologie, ce qui nous permettra de redéfinir un peu les conditions de référence à l'intermittence, ce qui nous permettra de croiser ça avec toutes les pressions qui sont en cours, y compris la base obstacle et tous les obstacles qui existent actuellement, les prélèvements, pour regarder un peu quelles sont les menaces, entre guillemets, qui pèsent sur ces cours d'eau-là. Est-ce que c'est les mêmes ou est-ce qu'il n'y a pas des zones vraiment sentinelles à surveiller? Et puis, il y a toute la partie bioindication sur laquelle on va devoir travailler. Là, on n'y a pas trop mis les mains dans jusqu'à présent. On commence et il faut aller au bout pour arriver à donner justement des outils de gestion pour plus entendre, bah, de toute façon, les 2M2 ne marchent pas, donc je ne le fais plus dans cette rivière intermittente et arriver à faire en sorte que l'effort de la directive cadre il continue à être appliqué parce que ça sera payant dans les 10 prochaines années, quoi. Et là, il y a déjà assez de boulot, en tout cas, pour ce qui me concerne. Ça fait déjà assez de travail jusqu'à ma retraite. Donc après, il faudra trouver des... Voilà, il faudra s'aimer. Et donc, voilà.
Il y a effectivement des travaux aussi intéressants dont parlait Thibaut, autour des perceptions des rivières intermittentes, donc, qui sont lancées avec une thèse qui a démarré à l'ENS de Lyon.